Donc Daniel Kandal est chercheur CNRS honoraire, membre associé du laboratoire CNRS HTL, Histoire des théories linguistiques, Université Paris-Cité. Ses travaux portent sur les théories et pratiques terminologiques et lexicographiques. Elle a été rédacteur de Trésor de la langue française et participe depuis 1997 comme expert linguiste aux travaux de terminologie et de néologie officielle en France. Parmi ses co-directions de publication, notons prescription en langue, histoire, épistémologie, langage, la prescription linguistique, application et réaction, études de linguistique appliquée 2018. Complémentarité des disciplines en linguistique appliquée, les normes linguistiques et terminologiques, conflits et d'usage, linguistique appliquée et disciplinarisation, histoire, épistémologie, langage. Et on termine avec genèse de la terminologie contemporaine. Donc, c'est à vous la parole et vous avez 20 minutes. Merci beaucoup. Donc, ça me fait jusqu'à 12h10. Je me note ça. Jusqu'à... Bref. Merci d'être là. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler ce matin. Il se trouve que c'est la première fois que je viens à un colloque LTT. Je le regrette, évidemment. Et j'ai pris au mot le terme oral, puisque je ne travaille pas particulièrement sur l'oral en général, mais je me suis dit, tiens, ça m'intéresse bien, puisque je participe à ce processus de terminologie officielle qui ne donne que des résultats écrits. C'est publié au journal officiel, mais évidemment, tous les travaux se font oralement. Il y a des échanges, et c'est cela qui m'intéresse beaucoup aussi quand je participe à ces travaux-là. C'est tout à fait intéressant de voir comment on arrive peu à peu aux définitions par l'oral, finalement, pour des définitions écrites très officielles. Je parlerai donc de deux expériences. J'ai d'abord travaillé pour un grand dictionnaire de langue française, et puis je suis, entre autres, et je suis passée entre autres donc à ce travail pour les commissions de terminologie. Je vais essayer de situer le processus terminologique officiel et de dire le rôle de l'oral dans ce processus, et puis je vais donner quelques perspectives. Alors voilà mes deux activités marquantes dont je parlais. C'est la participation au Trésor de la langue française, qui est un dictionnaire de la langue écrite, qui s'est fait uniquement à partir de corpus écrits. C'était la règle pour ce dictionnaire. Donc j'ai toujours été très respectueuse de l'écrit. Je me fiais à l'écrit. Et quand on m'a vraiment demandé avec insistance de rentrer dans de faire partie d'une des commissions de terminologie, qui s'appelle maintenant Collège de terminologie, mais j'utilise l'un ou l'autre terme, je me suis dit, mais non, je ne veux pas travailler sur l'oral, je ne veux pas prescrire sur l'oral, je veux décrire l'écrit. Finalement, j'y suis allée et j'ai été enthousiasmée par le travail et j'ai continué dans ce sens-là. Voilà. Donc là, il s'agit vraiment de travaux de l'écrit, mais je vais ressortir les petits éléments d'oral là-dedans. Donc là, j'ai montré mes deux activités essentielles, si je puis dire. La première était vraiment un temps plein, la seconde, c'est un travail en plus qui m'intéresse énormément. Voici quelques publications, quelques petits livrets sortis par la Délégation générale à la langue française, et il y a beaucoup d'autres publications venant de ce secteur-là. Donc, ce rôle de participation aux travaux est prescriptif, officiel, et donne lieu à la base Franterme qui a actuellement plus de 8500 termes. Alors, je vous avoue tout de suite que je ne suis pas allée revoir les 8500 termes pour faire l'étude d'aujourd'hui, mais je me suis aussi fiée à mon expérience et j'ai quand même cherché ce que je pouvais trouver sur l'oral là-dedans et je vais l'analyser d'une certaine manière. Le processus officiel dont je parle se fait grâce aux travaux dans 10 ministères. Il y a 19 collèges d'experts qui s'appelaient avant commission spécialisée. Comme je dis, je vais dire l'un ou l'autre. Et voilà les domaines
qui sont traités très officiellement, donc l'agriculture, agriculture et pêche, défense, culture et médias, enfin vous voyez toute cette grande liste, informatique, télécommunications, nucléaire, biologie, éducation, spatiologie, droit et justice, intérieur, enfin il y en a voilà, vous trouverez le descriptif ailleurs aussi. Dans ces commissions, dans ces groupes, il y a des experts qui travaillent dans différents domaines et structures, comme l'Académie française, l'Académie des sciences, des personnes de l'enseignement supérieur, du Quai d'Orsay, de l'AFNOR, des spécialistes de linguistique, de lexicographie, de terminologie, de traduction, de droit, etc. Avec une petite image de l'Académie. Pour vous situer ce processus d'une façon générale, j'ai fait ce petit schéma. Donc, les missions et les objectifs suivants soulignent le rôle indispensable des experts du domaine, de chacun de ces domaines, trouver des termes pour de nouveaux concepts, remplacer des termes anglais par des termes français, définir les termes, aider à recommander l'usage de ces termes. Voilà, dit assez rapidement, un processus qui n'est pas si rapide et qui demande vraiment le travail en commun de beaucoup de spécialistes, de grands spécialistes des domaines et de spécialistes aussi de langue et de terminologie. Ce qui est intéressant, c'est ce travail fait en commun. Alors, quelle est la place de l'oral là-dedans? Je voudrais d'abord repréciser l'importance de l'écrit. L'accent est mis essentiellement sur l'écrit, et pour cela, je voudrais vous lire très rapidement le décret du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française, qui avait été signé du Premier ministre. Voilà. Les termes et expressions publiés au journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères dans des décrets, arrêtés, circulaires, instructions, directives des ministres, dans les correspondances. Et puis, voilà, en fait, pour ne pas tout lire, vous le voyez à l'écran, il s'agit de l'écrit. Donc, il faut mettre à disposition des personnes, des officiels, du français qui permet d'écrire les lois, les prescriptions. Tout ce qui passe au journal officiel doit vraiment être écrit en français. C'est de l'écrit. Néanmoins, et j'en arrive à la partie qui m'intéresse aujourd'hui beaucoup plus, qu'en est-il de l'oral? Ce n'est donc pas la première préoccupation, vous l'aurez compris. Cependant, il est clair que les termes doivent être prononçables et si possible phoniquement harmonieux. Personnellement, je me répète dans la tête quand on propose des termes, est-ce que ça va? Est-ce que pour l'oral, ce sera bon? Alors souvent, on a des termes à rallonge, puisqu'il s'agit d'une terminologie française. Les termes sont beaucoup plus longs qu'en anglais, d'où nous partons. Il faut que ça passe à l'oral quand même. Donc quand on a des termes longs, on trouve des versions plus courtes. C'est aussi une question d'oral, évidemment, d'utilisation, d'usage. Et je disais aussi, oui, j'ai pas mal enseigné aussi le français à des étudiants étrangers. L'oral, ça passait toujours par l'oral, évidemment, pour moi. Voilà. Pour quelles raisons un terme a-t-il du succès? Juste deux exemples comme ça en passant. Il y a le terme, le cas d'informatique qu'on recite souvent pour rendre computer science. Ça a été un terme proposé par la commission d'informatique, la commission de théologie de l'informatique. Compact, prononçable facilement. Autre exemple, logiciel. En fait, c'est logiciel dont je voulais parler vraiment, qui est vraiment le bon exemple qu'on donne toujours des commissions. Logiciel pour rendre software. Voilà, on n'a pas matériel pour hardware. La signification semble apparente. Voilà deux exemples comme ça en passant de termes qui ont vraiment eu du succès. Alors, les travaux viennent d'experts de domaine et de généralistes. Pour des spécialistes, pour l'administration, grâce à une riche documentation et à l'expertise des participants à toutes les commissions, à toutes les réunions qui donnent lieu finalement, souvent au bout de beaucoup de travail, aux termes qui sont publiés au journal officiel. Il s'agit de souligner aussi le rôle de l'oral dans les résultats de ce processus, toujours grâce aux résultats écrits. Alors je me suis dit, comment est-ce que je vais aborder l'oral? Moi, je suis forcément retournée au Trésor de la langue française, qui est ma source habituelle. J'ai étudié le terme oral là-dedans, rapidement.
J'ai retenu oral, on aurait pu s'en douter, mais bon, oral, voix et parler, accent aigu, et j'ai ajouté vocal, j'ai ajouté parler, ER, et prononciation, discussion, ça en fait partie aussi. Voilà, donc à partir de cette rapide consultation du dictionnaire, j'ai décidé de retenir ces termes-là. J'ai cherché oralisation. Alors, oralisation, par exemple, n'est pas dans France Termes. Vous voyez, je pars vraiment des mots. Jusque-là, j'ai beaucoup entendu parler, évidemment, de l'oral, bon, d'une autre manière. Là, je parle vraiment des mots tels quels dans les dictionnaires. Oralisation n'est pas dans France Termes du tout. Oralité n'y est pas non plus, sauf erreur de ma part. Oralement, il y a une attestation dans France Termes. Oralité, pour l'oralité, le TLF dit de vive voix au moyen de la parole. Alors, dans France Termes, on l'a sous arrobe, qui donne le synonyme arrobase quand même. Hein. C'est une fiche de 2002. Télécommunication Internet, note 2, lorsqu'une adresse est fournie oralement, se dit arrobe alors qu'il se dit at en anglais. Voilà. Et j'en arrive vraiment au terme oral lui-même, parce que je partais de ça. On le trouve par exemple dans mots cheville, sciences humaines, études du langage. Mot ou groupe de mots qui est utilisé non pour sa signification propre, mais pour maintenir, renforcer ou interrompre la communication avec un interlocuteur, ou pour combler les lacunes d'un discours oral. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien ça. Maîtrise discursive en éducation, enseignement supérieur, maîtrise de la communication orale dans la production et dans la réception du discours. En 2023. Deux autres exemples dans cette troisième et dernière fiche que je consacre au terme oral lui-même dans le résultat des termes des commissions de terminologie. Dans génération automatique d'audio, il est dit en informatique, la génération automatique d'audio est notamment employée pour composer des œuvres musicales en imitant un style donné ou pour produire un énoncé oral en imitant une voix particulière. Alors là, on touche à des éléments qui ont trait à des systèmes de communication. Ce n'est plus seulement l'oral tout court, l'oral dans son sens premier. L'autre exemple, le langage parlé complété. En santé et médecine, sciences humaines, code constitué de gestes de la main qui, en différenciant tous les sons prononcés, complète la lecture labiale et rend ainsi accessible la langue orale aux personnes sourdes. Si on veut cataloguer les différents usages, là, on a trait, ces exemples ont trait à la langue et à d'autres, et d'autres à des systèmes de communication. J'ai été amenée évidemment à faire ce distinguo en voulant analyser le mot oral. Voix, vocale, que j'avais annoncé tout à l'heure parmi les 3 termes principaux que je retiens. On trouve enregistreur de voix, voix dans le champ, voix d'une personne présente à l'écran, voix hors champ, voix in, voix off, odologie qui est l'étude scientifique de la voix chantée et synthèse vocale de texte. Dans tout cela, il me semble qu'on est vraiment dans les systèmes de communication. Ajustement automatique d'intonation, ajustement dans l'audiovisuel, procédé sonore numérique qui permet d'aligner la fréquence d'une voix sur une hauteur prédéfinie. Voilà. Et là, c'est ma fiche. Oui. Et mon deuxième transparent, ma deuxième fiche, voix vocale, le système UMTS, système cellulaire numérique. Tout cela, vous voyez donc le type de termes que nous traitons, le type de résultats qui ont été publiés. Cela vient du collège télécommunications. Système cellulaire numérique de communication avec des mobiles ou entre mobiles destiné à offrir une large gamme de services de voix, de données d'images ainsi que l'accès à Internet pour Universal Mobile Telecommunication System, ou UMTS, système UMTS, et voix par le protocole de l'Internet, voix par IP, en télécom Internet, technique utilisant le protocole de l'Internet pour le transport de la voix sur un réseau de télécommunications. On a voix sur large bande, VLB, voix sur Internet, voix sur IP, voilà. Tout cela pour Voice over Internet Protocol, VoIP.
on est encore dans les systèmes de communication. Et ma troisième fiche avec voix vocale nous amène encore au système de télécommunication. J'ai vraiment essayé tout de même de sortir les fiches caractéristiques de ces domaines. Messagerie instantanée dans laquelle des messages vocaux sont transmis dans un réseau de radiocommunication. Et chaque correspondant appuie sur un bouton pour prendre la parole, etc. Et puis cliquer, parler en informatique, télécom, service permettant à un internaute d'établir une liaison vocale avec un opérateur et de dialoguer avec lui pendant qu'il visite un site. Pour l'anglais, click and talk, click to call, web call back, web call through. Dans mon analyse, est-ce qu'on est dans l'oral ou dans le système de communication? C'est de nouveau le second secteur. Quant à parler, j'ai 2 fiches seulement pour ce terme-là. Impesanteur en spatiologie, donc dans le domaine du spatial, hein, état d'un corps tel que l'ensemble des forces gravitationnelles inertielles auxquelles il est soumis possède une résultante et un moment résultant nul. Et dans la note, le terme apesanteur est déconseillé pour éviter dans le langage parlé, et ça c'est une remarque qu'on a rarement dans le résultat de nos travaux de terminologie officielle, dans le langage parlé, une confusion entre l'apesanteur et la pesanteur. C'est une fiche originale de ce point de vue-là, avec une ambiguïté possible, me semble-t-il, de la notion de parler, qui a ici la valeur de oral. La langue parlée, la langue orale ou pas, c'est une question qu'on peut se poser en passant. Et puis, la seconde fiche, pour parler, codeur en LPC, en langage parlé complété. On a langage parlé complété, messages oraux. Et dans la note, on trouve aussi codeur, codeuse en langue française parlée complétée ou codeur. Voilà, là, on est de nouveau dans des systèmes de communication beaucoup plus que dans le français oral, beaucoup plus que dans la langue parlée, la langue orale. Mon 4e secteur là-dedans, c'est se prononcer, prononciation. Un exemple de 97 qui a été confirmé en 2000. C'est une recommandation d'usage parce que dans les résultats de ces travaux, il y a des fiches, mot par terme, mot par mot, et puis aussi des recommandations plus générales d'usage. Recommandations d'usage de la Commission générale de terminologie sur 1 euro, des euros, des centimes. Je me rappelle, on avait été interrogé par le président, par le Premier ministre à l'époque, pour donner notre avis. Le terme 100, alors le résultat finalement de cette recommandation, le terme 100 doit se prononcer comme l'adjectif numéral 100. Règle de prononciation concernant euros et centimes au JO de 1997, confirmée en 2000. Une autre recommandation d'usage sur les équivalents français du préfixe « et », le préfixe « et » a fortiori suffixe « et », le préfixe « e » et a fortiori le suffixe « et » sont à écarter dans tous les cas pour les risques de confusion liés aux incertitudes de prononciation qu'ils recèlent. Intéressant de voir l'importance de la prononciation donc pour les commissions. Se prononcer, prononciation, ce terme ne doit pas se prononcer à l'anglaise. Alors il s'agit de challenge, challenger, management, manager. Pendant que je réécrivais ça l'autre jour, j'entendais à la radio le manager et le management. Enfin, c'était une coïncidence amusante, mais c'est vrai que l'Académie française tient à cette prononciation-là. Voilà. Prononciation à la française, ne doit pas se prononcer à l'anglaise. CH se prononce K dans achiral, en chimère, chélat, chélation, chiral, chiralité, chiroptique. C'est très clair, là, c'est vraiment linguistique. En différenciant tous les sons prononcés, comme dans langage parlé LCP, parlé complété LCP, on a son prononcé aussi, vraiment le point mis, le doigt mis sur l'oral. Évolution perceptible des données phonétiques dans France Terme. Eh bien, j'ai cherché cette évolution possible. Par exemple, pour pipeline, il y a écrit prononcé à la française pipeline. Oups, ça marche, oui. Canalisation pour le transport en vrac des fluides, en anglais pipeline. Le Trésor de la langue française se réfère à l'article pipeline du JO.
donc la première version, hein, 73. Dans le JO 99, on prononce pipeline, sous pipeline. La transcription phonétique ne me paraît pas tout à fait bon. Et puis, dans pipeline en 2000, eh ben, il n'y a plus aucune indication sur la prononciation, parce que tout le monde dit pipeline à partir de là. De faire cet historique de fiches peut être tout à fait intéressant aussi. Discussion, débat spectacle. Oui, c'est bon. Débat spectacle, audiovisuel, télévision, émission de divertissement consistant en une discussion sur des sujets de société entre un animateur et ses invités. Là, il s'agit vraiment de l'oral. Hein. Et puis émission débat, émission consistant en une discussion sur des sujets de société entre un animateur et ses invités. C'est pas tout à fait la même fiche, il y a un distinguo. Voilà, ce sont deux fiches de 2005 sorties en même temps. Alors, en guise de synthèse, il y a des questions d'ordre phonétique, quelques adjectifs caractéristiques de notre sujet dans France Terme, oral, oraux, énoncé oral. On a conversion orale d'un texte en un énoncé oral, sous synthèse vocale de texte. Conversion automatique d'un énoncé oral en texte, sous transcription automatique de la parole. Communication orale, discours oral, langue orale, message oral, tout cela se trouve dans la base. Prononcé, puis vocal, assistant vocal, liaison vocale, messagerie vocale, messagerie instantanée vocale. Voilà, ça c'était pour faire vite. Et ben, je vois que je suis d'ailleurs du coup tout à fait... Oui, je suis dans les temps, j'ai encore deux fiches à vous montrer. Un essai de synthèse, oui, ça je viens de vous le dire. Voilà des termes relevés. Voilà les termes que j'ai relevés pour cette étude-là. Donc, ça me paraissait très parlant, si je puis dire. Des termes de linguistique et des termes d'ingénierie, d'information, de système de communication. Donc, linguistique, communication orale, discours oral, discussion, énoncé oral, langage parlé, langue orale, message oraux, oral, oralement, parler, parler, prononcé et la famille, son prononcé, voix, vocale. Mais beaucoup plus de termes plus techniques, si je puis dire, hein. Ingénierie, information, système de communication, ajustement automatique d'intonation, assistant vocal, codeur, enregistreur de voix, langage parlé complété, large gamme de services de voix, liaison vocale, messages oraux, synthèse vocale, transcription automatique de la parole, et voix par le protocole de l'Internet. Synthèse et perspective, les termes qui sont officiellement produits sont destinés à des documents écrits, et ce dans le cadre de l'administration officielle. Cependant, il s'agit aussi de l'enrichissement de la langue française. D'une façon plus générale, ce sont donc aussi les usages de ces termes qui importent, leurs usages en discours, la manière de les prononcer, leur forme orale. Et pour ce qui est de la notion même d'oral, telle que nous avons pu l'analyser, elle intervient dans deux secteurs principaux. Donc, comme je le disais, voici donc un résumé plus succinct. D'une façon générale, le succès en termes d'enrichissement de la langue dépend beaucoup de l'oral, de l'aisance avec laquelle on peut utiliser le terme prononcé, même si ce sont des recommandations écrites. En ingénierie, il s'agit donc, dans les deux secteurs ingénierie, il s'agit de la production de systèmes dont l'objectif, grâce aux techniques, aux moyens utilisés, est de permettre la communication orale ou sa transmission. Et en linguistique, la communication orale elle-même, et le micro me dit qu'il faudrait que j'arrête. D'ailleurs, non, il remarche, il pourrait être judicieux à l'avenir de tenir compte davantage de l'oral, je me disais ça, pour le système officiel de terminologie. On en tient compte. Peut-être qu'il faudrait se pencher davantage dessus. J'y réfléchirai. Voilà, j'ai simplement deux données bibliographiques ici, puisque je m'en suis vraiment tenue au système de France Terme. Donc France Terme, dont vous avez les détails là, et puis notre dictionnaire du trésor de la langue française. Et je vous remercie. Voilà. Merci infiniment pour cette présentation. Et je demande Emma Géraudy. Et donc je vois l'Université Lyon 2, elle est bien représentée.
et notamment dans cette session avec de communication. Donc, Emma Géraudy va nous parler de la terminologie interactionnelle, un cadre innovant pour l'étude des termes dans les appels d'urgence téléphoniques au SAMU. Donc, elle est doctorante en linguistique appliquée à l'Université Lumière Lyon 2, sous la direction de Pascaline Duré et Marine Rio. Donc, elle mène un travail de recherche sur l'analyse d'un corpus d'appels d'urgence au SAMU 69 portant sur des traumatismes sévères. Son approche combine les méthodologies et la terminologie et de la linguistique interactionnelle pour observer et décrire les phénomènes sociolinguistiques qui se manifestent dans les échanges entre les appelants et les répartiteurs médicaux. L'objectif est d'identifier les obstacles terminologiques et interactionnels pouvant influencer l'efficacité et la rapidité de la prise en charge médicale d'urgence. À terme, ce projet vise à élaborer des stratégies linguistiques applicables aux pratiques de régulation médicale afin de contribuer à l'amélioration des soins pré-hospitaliers. Effectivement, aujourd'hui, la présentation que je vais vous faire va parler de la terminologie interactionnelle, donc un cadre que j'ai développé pour ma thèse et qui est spécialement fait pour les données, les corpus oraux et l'étude des termes dans les appels d'urgence au SAMU. Pour commencer, petit rappel préliminaire par rapport à ma thèse. Donc ma thèse s'intéresse à un corpus oral, comme je viens de le dire, de 150 appels d'urgence au SAMU 69, qui a été récolté en 2022 après accord du comité d'éthique de médecine générale de Lyon 1. Comité qui a pris pas mal de temps, mais on s'en est sorti, on a eu notre accord. Et ce sont des appels qui ont été passés au SAMU en 2019 uniquement, donc en période pré-Covid pour éviter d'avoir trop d'appels. C'est un projet qui répond à une demande de la part du SAMU. Alors ce n'est pas un projet CIFRE, mais c'est quand même un projet qui provient du SAMU et avec lequel du coup je collabore sur ce projet, aussi bien avec mes directrices de thèse et aussi bien avec mon directeur médical du SAMU, qui est le professeur Karim Tazarourt. Il faut savoir du coup que c'est un projet de linguistique de terrain qui a une visée directement applicative, où j'ai autant un rôle de linguiste qui va décrire les phénomènes que linguiste qui va venir prescrire des pratiques pour le SAMU avec à la fin un livrable et des formations à destination du SAMU. Maintenant, on va pouvoir passer au cœur même de cette présentation. Il faut savoir que l'appel d'urgence, on peut considérer que c'est un type de discours dont l'objectif final est finalement de déterminer l'aide nécessaire à apporter à une personne, et tout cela se fait en co-construisant un sens commun de l'urgence. Donc à partir de ce moment-là, faut bien comprendre que l'unique outil à disposition autant des assistants régulateurs médicaux, qu'on appelle les ARM, comme des médecins régulateurs, et des appelants, qu'ils soient patients ou non, eh bien, ça passe par le langage. Et dans ce cas-là, comme l'a très bien dit dans son article 2008, Valérie Delavigne, parler la même langue est la condition fondamentale du dialogue. Il faut qu'ils parviennent à se comprendre. Cependant, cette compréhension, elle peut être rapidement mise à mal, puisqu'il y a beaucoup de terminologies spécialisées dans les appels, que ce soit des terminologies propres à la régulation médicale en elle-même, qui est un domaine très, très technique, ou des termes issus de la médecine en elle-même. Et si ces terminologies, elles permettent aux régulateurs médicaux tous les jours de faire leur travail et de parler de manière fluide, ce sont des termes qui peuvent gêner la compréhension quand on a en face de nous un public profane. Et qui dit public profane dit un public au savoir la plupart du temps hétérogène. On peut autant avoir des patients experts, donc des patients qui savent très bien de quels termes on va parler et les concepts qui y sont rattachés, que des patients qui n'ont absolument aucune connaissance médicale, mais avec lesquels il va falloir quand même communiquer, appelants et patients. Donc face à ce cadre-là, eh bien, dans la littérature, je n'avais pas beaucoup d'outils à ma disposition, d'études à ma disposition pour construire mon cadre. Il existe bel et bien quelques études en français qui étudient l'usage des terminologies sur des corpus écrits essentiellement,
entre patients et médecins, ou alors sur des corpus d'interaction seulement, et du coup, il n'y a pas de terminologie. Mais pour l'instant, en France, en tout cas, les recherches qui traitent des appels d'urgence sont encore très nombreuses. Et celles qui se penchent sur les perspectives interactionnelles mêlées à la socioterminologie, eh bien, elles sont inexistantes. Donc, c'est le premier projet qui va traiter de ces deux champs en même temps. Pour ce faire, eh bien, comme je vous l'ai dit, face au manque dans la littérature, j'ai dû créer de moi-même un cadre qui allait pouvoir tenir compte d'un cadre modulaire, qui allait pouvoir tenir compte et des spécificités orales de mon corpus, et dans lequel j'allais quand même pouvoir étudier les termes. Donc, face à des ressources théoriques qui pour moi étaient un peu trop rigides, j'ai dû décloisonner les champs. Et il y a une citation que j'aime beaucoup dans un article de Cartier et Hall qui cite Bonhomme. Il s'avère vite indispensable de décloisonner les ressources théoriques et d'interroger depuis une position disciplinaire différents champs selon une approche modulaire. Et c'est exactement ce que j'ai dû faire. J'ai dû aller piocher dans la socioterminologie, dans la linguistique interactionnelle, des outils et des approches qui me permettaient de forger un cadre assez unique, adapté à ma réalité et à celle du SAMU. Donc il s'agissait vraiment de dépasser ces limites pour constituer un cadre le plus adéquat possible à ces données et qui permette de rendre compte de toutes les dimensions d'un appel et d'un côté de la terminologie pour les termes employés dans les appels et d'un autre côté l'interaction, tout simplement parce qu'un appel, eh bien, il est fondamentalement interactionnel. Il s'agit vraiment de co-construire l'urgence, de parler entre deux personnes. Ce cadre, avec mes directrices de thèse, on a décidé de l'appeler terminologie interactionnelle. J'avais très peur au début de donner un nom parce que j'estime pas du tout révolutionner quoi que ce soit, mais elles m'ont dit que c'était important de le faire. Donc, on a appelé ça le cadre de la terminologie interactionnelle. Et ce cadre a pris forme en s'inspirant de plusieurs approches et en les combinant. Donc, d'une part, bien évidemment, de la socioterminologie, d'abord de François Gaudin et puis dans la continuité de Valérie Delavigne. Un petit peu aussi de la théorie communicative de la terminologie de Maria Teresa Cabré et évidemment de la linguistique interactionnelle. Je vais d'abord revenir sur la linguistique interactionnelle parce que ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, du moins ce n'est pas le plus important. Donc la linguistique interactionnelle, c'est un courant qui est encore très jeune puisqu'il a une trentaine d'années, qui est lui-même issu de l'analyse conversationnelle, qui est elle-même issue de l'ethnométhodologie. L'analyse conversationnelle est issue des travaux de Sachs en collaboration avec Jefferson, Garfinkel, etc. Et Goffman. Et qui va s'intéresser à une analyse qui est systématique dans la langue, dans l'interaction, sur la base de données qui sont interactionnelles et en situation naturelle. Ce point-là est très important parce que la plupart du temps, quand on vient collecter des données, on est face à ce qu'on appelle le paradoxe de l'observateur, à savoir les personnes, pour des raisons éthiques, savent qu'elles sont enregistrées et ça peut considérablement modifier la manière dont elles vont s'exprimer. Or, dans mon corpus, et j'ai cette grande chance, c'est que mes données sont, entre guillemets, évacuées du paradoxe de l'observateur, dans la mesure où, bien évidemment, on le dit très brièvement au début d'un appel d'urgence que cet appel est enregistré à des fins éthiques et de formation, mais la situation est telle que les personnes les appelant ne vont pas du tout prendre en compte, ni le SAMU d'ailleurs, ne vont pas prendre en compte le fait qu'ils sont enregistrés et que tout ce qu'ils vont pouvoir être dit va pouvoir être réentendu. Donc par rapport à ça, ce sont des données qui sont excessivement précieuses, non seulement parce qu'elles sont difficiles d'accès, mais également parce qu'elles sont dénuées du paradoxe de l'observateur et qu'elles nous permettent de voir vraiment ce qui se passe en temps réel, que ce soit à l'interaction ou au niveau des termes. Maintenant, pour revenir à la socioterminologie, si pour moi c'était le cadre le plus pertinent, eh bien, c'est d'une part parce que la socioterminologie, comme a pu le dire François Gaudin en 1993, eh bien, c'est d'une part de décrire et puis d'informer. Et c'est finalement exactement ce que me demande le SAMU, de répondre à leurs demandes sociales et institutionnelles, de venir leur trouver des stratégies linguistiques adaptées à leur terrain qui vont leur permettre de mieux communiquer plus facilement, de plus se comprendre
et quelque part, parce qu'ils n'ont pas ce recul-là, de comprendre ce qui peut se passer au niveau du langage, parce que si eux, ils parlent au téléphone, ils n'ont pas forcément le recul et l'expertise pour savoir ce qu'ils font mal ou ce qui pourrait être amélioré. D'autre part, la socioterminologie, toujours de Godin, nous permet de faire attention aux pratiques langagières situées, de venir les étudier, ces pratiques langagières situées. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'interprète comme ça, mais je pense qu'il peut être interprété de d'autres manières. Godin, dans son chapitre l'interaction verbale et l'effort de connaissance, dans son livre de 1996, a écrit que l'interaction verbale est une réalité fondamentale de la langue et qui doit constituer le point de tout départ de toute approche linguistique sérieuse. Moi, je l'ai aussi interprété comme, effectivement, on peut pas ce serait une erreur de penser qu'on peut étudier la terminologie sans jamais voir ce que ça ressemble dans un discours parlé. Mais j'ai également pris ça du côté de on ne peut pas voir à quoi la terminologie ressemble sans s'intéresser vraiment à l'interaction elle-même entre deux personnes. Au-delà de ça, le programme socioterminologique vise du coup, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à analyser les pratiques langagières situées. Et pour moi, qui dit pratiques langagières situées, disait également pour mon corpus, aller voir les pratiques micro-situées, c'est-à-dire au sein même des tours de parole des appelants. Donc on est vraiment dans de la micro-situation, voir comment ces termes sont perçus et reçus en se basant sur les tours de parole environnants. Et enfin, dernier slide sur la socioterminologie. Il y a une étude qui a moins d'une quinzaine d'années de Cartier, de Lavigne et Ferver sur un corpus écrit, mais vous verrez que ça s'applique plutôt bien à mon corpus oral aussi, qui, eux, partent du principe que la socioterminologie convoque des outils issus de l'analyse de discours, de la linguistique d'interaction, ce qui est également mon cas. Et dans ce corpus écrit, ils suivent l'hypothèse que c'est autour des termes qu'ils vont pouvoir trouver des indices d'explication, de définition, de reformulation, etc. Et tout ça est très propre à la linguistique interactionnelle. Dans mon corpus, je retrouve également, dans les tours de parole environnants, des hésitations, des silences, des reformulations, ce qu'on appelle des demandes de réparation également, pour réexpliciter un terme, ou tout simplement un mot. Et en linguistique interactionnelle, on a quelque chose qui correspond un petit peu à cette méthodologie, qui est le caractère émique d'un tour de parole. Ça va être un tour de parole qui va venir, le caractère émique va venir prouver que la personne a bien compris ce qui s'est fait dans les tours précédents et valider quelque part la compréhension mutuelle. Et ça, c'est très important parce que c'est tout ce que les silences, les réformulations vont pouvoir m'apporter sur ma compréhension des termes en interaction. Ensuite, effectivement, la TCT de Maria Teresa Cabré me permet également de me dire qu'il y a effectivement une porte ouverte pour la linguistique interactionnelle quand elle part du principe que les termes sont reçus et potentiellement rejetés par les interlocuteurs, ce qui est le cas en linguistique interactionnelle, et qu'ils sont compris aussi en fonction de leur compréhension immédiate et de leurs compétences linguistiques. Et comme je disais, les appelants sont un public qui est extrêmement hétérogène, avec des connaissances qui ne peuvent pas vraiment se prédire ni se prévoir. Les régulateurs médicaux répondent et s'adaptent. Au-delà de ça, Maria Teresa Cabré part du principe que les termes doivent être étudiés non seulement en tant qu'unité lexicale, mais aussi en tant que fonction dans le rôle dans la communication spécialisée. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour un terme. C'est que je vais pouvoir voir avec cette théorie-là comment est-ce que le terme, il est reçu et surtout, qu'est-ce qu'il fait dans l'interaction, qu'est-ce qu'il fait dans mon tour de parole. Est-ce qu'il est rejeté? Est-ce qu'il est bien compris? Est-ce que c'était une information clé pour la compréhension et la construction de l'urgence? Maintenant, je vais pouvoir vous montrer quelques exemples que j'ai moi-même transcrits avec le logiciel Clan. Tout est anonymisé, évidemment, sinon je ne pourrais pas vous les montrer. Vous pouvez voir sur ce premier exemple que vous avez un terme en bleu au tour de parole 2 qui est stenté. Stenté, si vous n'avez jamais entendu parler du terme, vous ne pouvez pas savoir, sauf si vous êtes un petit peu érudit, ce que ça veut dire. Ce terme a été donné tel quel à un patient, à un appelant, et on voit tout de suite qu'on a à la ligne 3, juste précédente, juste ensuite, donc qui est clairement un marqueur d'hésitation,
qui vient indiquer que le contenu d'avant contenait un terme et que ce terme, en plus, n'a pas été compris. Et qu'est-ce qui nous permet de voir, en plus, qui n'a pas été compris? C'est que l'arme va essayer de le reformuler. Est-ce qu'il a des stents? Donc on n'est plus sur la forme verbale stentée, on est sur la forme stent, nominalisée, et on voit qu'elle rajoute un contexte définitoire en ligne 6 au niveau du cœur. Donc on a vraiment cette dualité entre l'interaction et la terminologie, où on peut voir que le terme provoque une hésitation, et que ce terme est ensuite redéfini avec un autre terme, puis de manière reformulée avec un contexte définitoire au niveau du cœur. Exemple suivant, c'est également l'histoire d'un stent, mais ici, eh bien, vous pouvez voir qu'il est non seulement apporté par l'appelant, qui est de par son expérience, une appelante, pas une patiente, mais une appelante avec une connaissance directe d'un patient expert qui a été stenté, et elle le dit bien, pas opéré, mais vous savez, en se remettant à la connaissance de l'arme, mais vous savez, on lui a mis un stent. Donc c'est bien l'appelante qui propose le terme, et pourtant, pour garantir la communication, il va être reformulé. Donc on lui a mis un stent, il a un ressort, ok. Donc on voit qu'on est vraiment sur une reformulation d'un terme. Pourtant, il n'y avait pas forcément d'indice que la plante ne comprenait pas ou quoi que ce soit, mais c'est une manière de communiquer et de construire le sens, de reformuler le terme. Et cette reformulation nous montre bien comment est-ce que le terme est compris. Ici, il est même quelque part négocié pour être certain qu'on parle de la même chose. Enfin, dernier exemple. Ici, on a une personne qui a été accidentée dans un accident de moto. Et pour savoir à quel point l'accident était grave, l'assistant de régulation médicale a posé cette question au témoin. Il roulait à forte cinétique ou pas? C'est une question qui est éminemment compliquée, sachant qu'au moins on a le verbe rouler. Mais vous voyez que dans sa reformulation, il était à forte cinétique avec un verbe copulaire. On perd totalement le sens de ce qu'elle voulait dire. Il était à forte cinétique, ça ne veut plus dire grand-chose dans ce cas-là. D'ailleurs, elle le reformule tout de suite après. Il roulait vite. Mais vous voyez bien que s'ensuit avec le terme technique « comment ». Et ensuite du comment, il était à forte cinétique, une reformulation. Donc on est toujours dans cette alliance de la linguistique interactionnelle et de la terminologie, où on va pouvoir mettre en lien la manière dont ces termes sont vraiment reçus, négociés, rejetés, demandés pour des réparations, des reformulations. J'ai un dernier exemple, si j'ai encore le temps, qui est un peu plus subtil, parce qu'en soi, déformation, toujours discuter du fait que ce soit un terme ou non. Ici, il répond quand même à un concept médical, une déformation, sauf qu'il n'a pas été compris non plus. Et en plus, il a été très mal reformulé. On introduit deux concepts avec deux termes différents. Déformation, qui est ensuite reformulée en fracture visible, quand bien même le médecin régulateur demande par la suite « est-ce que vous avez l'impression que les jambes ou les bras sont déformés ?» Donc vous voyez encore une fois un pardon qui suit le langage spécialisé, la terminologie, et c'est toujours ce même schéma, des demandes de reformulation, des silences, des hésitations, ou bien même des personnes qui ne répondent pas parce qu'elles n'ont pas compris. Et le fait de ne pas pouvoir répondre par la positive, c'est aussi une crainte des appelants de ne pas que leur demande envers l'institution ne soit pas entendue. Donc la mobilisation de termes techniques peut aussi les faire quelque part paniquer et effectivement créer des malentendus, des peurs, des espèces de justifications pour qu'on leur vienne quand même en aide. Donc au final, pour moi, il y a vraiment une nécessité, en tout cas dans mon cadre, de prendre en compte l'interaction et surtout de la lier avec la socioterminologie dans un corpus oral. D'une part, la combinaison de la terminologie et de la linguistique interactionnelle permet de mieux comprendre la relation étroite entre les formes linguistiques, qui sont ici les termes, et l'interaction verbale. La terminologie seule ne permet pas, comme vous avez pu le voir, d'observer comment les régulateurs et les appelants, qui n'ont pas forcément la même maîtrise des termes, construisent une compréhension commune. C'est un cadre donc, qui propose quelque part un enrichissement de la réflexion terminologique de manière totalement,
C'est une première réflexion de thèse, et j'espère pas révolutionner quoi que ce soit. Mais ça propose quand même une réflexion terminologique par le biais de l'interaction, pour étudier comment l'emploi des termes dans les conversations naturelles se comporte, comment ils sont reçus, négociés, rejetés en temps réel. Et enfin, il permet de combler un vide dans la littérature, ce qui est toujours intéressant, et de venir collaborer avec des sciences qui ne font jamais appel aux linguistes la plupart du temps, à savoir les médecins, et de leur montrer qu'on peut toujours faire des projets sur lesquels on se croise et sur lesquels on peut avoir des regards qui vont leur permettre d'améliorer leur pratique. Et ce sera tout. Donc voici mes références. Je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, ce sera juste après. Merci beaucoup. Merci bien d'avoir d'abord respecté le temps et pour cette conférence très importante. Sans trop tarder, donc la parole est à vous si vous avez des questions. Oui, merci pour cette présentation très, très passionnante. Je pensais au caractère urgent de la conversation, du dialogue. Est-ce que vous avez fait intervenir le facteur temps, la pression là, qui est exercée sur le patient ou la personne blessée? Et comment est-ce que le facteur temps, comment est-ce que le facteur temps est pris en compte? Est-ce qu'il y a par exemple des stratégies de reformulation qui visent à condenser les énoncés, ou à les raccourcir ou à les accélérer, etc. Alors, une autre question? Merci. Ma question s'adresse à Emma. Dans la construction et l'étude de ce technolect du domaine du SAMU, je voudrais savoir comment est-ce que vous entendez que les agents du SAMU pourraient faire connaître ce technolect au public? Parce que la communication, qu'elle soit spécialisée ou non, mérite quand même que les deux interlocuteurs puissent communiquer de façon horizontale, qu'ils puissent se comprendre. Mais si au bout du fil, les appelants ne sont pas vraiment dans l'économie donc de ce langage fermé du SAMU, il va de soi que ça ne puisse pas rouler véritablement. Et au finish, est-ce que vous avez l'essence ou des termes dans le langage ordinaire de stenté? Jusque-là, moi, je n'ai pas pu percevoir ça dans la communication. Pour cinétique, par exemple, j'ai pu lier ça, par exemple, à l'énergie cinétique, quelque chose comme ça, donc lié à la vitesse, peut-être à la vitesse. Mais stenté, ça renvoie à quoi concrètement? Merci. Oui, je voulais juste faire une petite remarque pour Emma également. Merci beaucoup pour votre présentation qui est très intéressante. Et je mesure la chance que vous avez d'accéder à ce type de corpus, parce que j'ai essayé de faire un projet un peu similaire en Irlande et c'est très compliqué d'avoir les autorisations. Très souvent, les médecins sont très territoriaux de ce point de vue-là. Alors, je voulais juste un tout petit peu moduler peut-être votre conclusion. Ce n'est pas vraiment une question, juste une remarque sur le fait que... Alors, je ne sais pas si ça s'applique à la terminologie, mais en réalité, il y a énormément d'études qui se font sur les interactions médecin-patient, notamment au Royaume-Uni. Et je voulais juste signaler, notamment en Nouvelle-Zélande, où il y a un centre de recherche, je ne sais pas si vous êtes au courant déjà, qui, depuis 30 ans, compile énormément de corpus sur ça. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a une dimension terminologique, mais comme vous ne l'avez pas évoqué dans votre présentation, je voulais juste signaler qu'il y a de la recherche qui est faite de ce point de vue-là, mais il faudrait creuser un peu pour voir s'il y a aussi une dimension terminologique qui est peu représentée généralement dans les pays anglo-saxons. Mais peut-être qu'il y a peut-être quelques sources qui pourraient être intéressantes. Donc voilà, mais juste pour vous féliciter pour la présentation également. Merci. Question? Comme je gère la session, je me permets quand même de poser
deux petites questions. D'abord, à Kandal. Donc, je ne sais pas si tout à l'heure, dans votre diapo, vous avez parlé du remplacement des termes anglais par des termes français. Je ne sais pas si vous avez évité de dire traduire explicitement ou voilà. Donc, si le terme il est déjà arrivé ou petite remarque aussi, donc on avait une chercheuse chinoise qui avait travaillé aussi sur la communication interactionnelle entre le médecin et les personnes atteintes d'Alzheimer. Là aussi, je voudrais bien savoir, c'est oui, oui, donc et le fait d'intégrer des membres de la famille dans la communication médecin-patient. D'accord, merci. Merci beaucoup pour vos questions à toutes et tous. Pour la première question, est-ce que le temps est pris en compte? Oui, bien sûr, dans les reformulations, le fait qu'ils aient tout au plus, tout doit se faire. En tout cas, moi, c'est des cas pour traumatisme grave. Donc, c'est toujours des accidents qui sont très, très graves. Ils ont 2 minutes. 2 minutes maximum pour s'entendre et savoir quel moyen de secours envoyer. Donc, c'est très peu. Et du coup, ils vont très vite, ils parlent très vite. Ils emploient des terminologies souvent sans s'en rendre compte, qui provoquent des tours de parole supplémentaires. Ils répètent des questions puisqu'ils ne sont pas scriptés en France. Donc du coup, ils répètent des questions. Et le facteur temps est pris en compte. Et moi, j'ai accès à absolument tout. Fichier patient, dossier de régulation, appel. Et je peux voir en combien de temps l'appel s'est passé. Et je fais en parallèle le temps et la densité terminologique en fonction du temps de l'appel et de l'issue de secours. Ensuite, au niveau de la deuxième question, est-ce que le grand public va avoir accès à ce travail? Pour l'instant, non. Et pour une des raisons principales, c'est que ce n'est pas aux appelants de s'adapter à une institution, c'est à l'institution de s'adapter aux patients. Ce sont eux qui sont garants des terminologies et de la régulation médicale. C'est à eux de s'adapter aux appelants et ce serait vraiment compliqué aujourd'hui de mettre en place une formation pour tous les citoyens pour qu'ils sachent communiquer avec le SAMU. C'est bien plus au SAMU de faire cet effort et de se former pour parler avec un grand public qu'au grand public de se former pour parler avec le SAMU. C'est aux experts de s'adapter aux non-profanes, pour l'instant, en tout cas. Et pour un stent, eh bien un stent, c'est un petit ressort qu'on va mettre dans une cavité veineuse, dans une artère, pour venir augmenter la paroi et faire repasser le sang. C'est un terme qui est inaccessible la plupart du temps si vous n'avez pas fait de médecine, ou si vous n'êtes pas patient expert, c'est-à-dire à qui on a déjà posé un stent. Donc vous ne pouvez pas, je ne pense pas que j'ai pas regardé, il faudrait vérifier, je ne pense pas que dans un dictionnaire vous ayez un stent, il faudrait voir, à voir, je ne suis pas du tout sûre de ça. Par contre, le terme ressort, c'est ce que les médecins utilisent beaucoup en consultation pour vulgariser et schématiser ce que c'est qu'un stent, qui est littéralement un petit ressort qu'on va venir déployer dans une artère ou dans une veine. Et enfin, la dernière question sur, sur les appels en Nouvelle-Zélande. Oui, je sais, c'est extrêmement riche, mais ils ne font pas attention à la dimension terminologique, surtout dans les pays anglo-saxons. On a une littérature qui est extrêmement abondante sur les appels d'urgence en Angleterre. D'ailleurs, c'est les premiers, c'est les fondateurs de l'étude des appels d'urgence, que ce soit avec la police, le 911. Donc c'est très abondant. On a beaucoup d'études en Angleterre, aux États-Unis, mais aucun ne prend en compte en tout cas de dimension terminologique, sachant que c'est pas un courant on dirait qui a vraiment traversé du côté de l'Angleterre ou des États-Unis. Et effectivement, du coup, je retrouve pas de dimension terminologique sur laquelle m'appuyer. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Mm.
D'accord. Oui. Merci beaucoup, oui, pour l'apport. Non, non, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour l'apport et la suggestion. Et effectivement, je prendrai ça en compte. Merci beaucoup. Oui, merci pour votre question. Juste avant, je me permets d'intervenir sur le stent, parce que, enfin, c'est pas mon rôle là, mais pourquoi pas, hein, je suis à la table après tout. J'avais été consultée, sollicitée par le professeur Jean-Charles Sournia, qui était médecin il y a longtemps. Vous n'étiez pas né en 95 ou 97, enfin entre ces 2 années-là. On a fait une petite réunion sur le stent. Le terme venait d'être utilisé en français, si je ne m'abuse, enfin c'est le souvenir que j'avais, c'est ce qui nous avait été dit, et on a eu une sorte de petit colloque sur stent, et finalement on a décidé de garder stent. C'est l'un de mes premiers souvenirs terminologiques, je dois retrouver ça dans mes archives. Et puis, merci pour votre question. C'est vrai que je ne parle jamais, moi je n'utilise jamais le terme traduire. Il y a peut-être des personnes dans la salle qui ont une autre opinion sur la question, qui participent aussi, et beaucoup à ces travaux-là. J'ai toujours préféré dire trouver un équivalent. Ça n'est pas une traduction. Parfois, ce sont des traductions. Certaines personnes des groupes disent on traduit, quelle est la traduction? Pour moi, ce n'est jamais une traduction, c'est vraiment trouver un équivalent français. Et parfois, on adapte vraiment à la culture française. Ça n'est pas toujours exactement l'équivalent. C'est clair. Je pense qu'on a raison, enfin, si j'ai répondu. En tous les cas, dans ma tête, hein, je vois que remplacer, c'est-à-dire le terme est arrivé déjà et on va le remplacer, alors que traduire, c'est le terme, il n'est pas encore entré, ni dans le dictionnaire, ni dans les médias, du point de vue socio-linguistique, et donc on peut traduire, c'est-à-dire le concept il est là, on va trouver l'équivalent. Donc juste une question chronologique. Hein. Oui, là vous avez tout à fait raison. Si on décide dès le début, voilà, le terme arrive, il est arrivé, on va essayer de le traduire. Mais souvent, on l'adapte tout de même à la culture française aussi. C'est une étude très intéressante, bien sûr. Merci pour cette question. Donc, merci aux intervenants. Merci. Merci. Donc, pour répondre à votre question, stent est dans le Larousse, mais je ne sais pas si la définition est compréhensible. Endoprothèse à destinée vasculaire constituée d'un cylindre métallique extensible. Peut-être une précision par rapport au souhait exprimé par Daniel Candel pour qu'on accorde une plus grande place à l'oral dans le dispositif d'enrichissement de la langue française. Alors, il se trouve que c'est une préoccupation constante de la commission d'enrichissement de la langue française qui se réunit quand même tous les mois pour examiner les travaux des experts. Alors, elle ne le fait pas pour chaque terme. Mais quand même, sa préoccupation, c'est de voir l'inscription des termes dans le discours écrit et oral, et en particulier dans le cas de néologisme. Enfin, mercredi dernier, il y a eu une discussion qui a pris un certain temps à propos d'un terme, enfin d'une possibilité de traduction du terme suédois, flix, sur la honte de prendre l'avion. Les Québécois et les Canadiens francophones ont proposé avi-honte, c'est-à-dire A-V-I-H-O-N-T-E. Donc il y a eu toute une discussion sur est-ce qu'on peut comprendre, si on l'on entend, est-ce qu'on peut le prononcer correctement, est-ce qu'on peut l'entendre. Voilà, donc il y a régulièrement ce type de discussion. C'est vraiment une préoccupation quand même pour chaque terme, voilà, de voir si le terme s'intègre bien ou pas dans le discours. Merci. Merci à Étienne Quillot. Je trouve que c'est un très joli exemple. Je n'étais évidemment pas au courant. C'est une belle exemplification. La définition de stent, oui, vous la redites, la définition?
Oui, c'est ça, oui. Et c'est de quelle année? Je n'ai pas suivi du tout le terme par la suite. Hein. Et moi, je n'ai pas Internet dans cette salle, je suis jalouse. D'accord. Ah oui, le Larousse en ligne. D'accord. Et quand bien même, par ailleurs, même si le mot, du coup, le terme est dans le dictionnaire, je ne pense pas que ça implique forcément que les personnes le connaissent s'ils n'ont jamais eu à le rencontrer en contexte médical. Je ne sais pas si on entend pas mal, ça doit dépendre des gens et de quel domaine ils fréquentent, etc., comme d'habitude, le contexte.